J'ai l'impression que quand on dit la mode africaine, c'est erroné en fait. C'est pas correct de dire la mode africaine. C'est comme si on disait la mode européenne. Et la mode européenne est tellement variée, mais c'est vrai aussi qu'au début, pour lancer la mode exotique entre guillemets qui vient de l'Afrique, c'est plus facile de dire mode africaine qui englobe tous les pays, qui englobe tout genre de tissus, tout genre de culture et différents savoir-faire. Voilà. Et moi, je suis là pour promouvoir un genre ou deux façons de savoir-faire. Donc, le savoir-faire togolais, le savoir-faire italien ensemble, comme fusion. Et pour moi, c'est bien. Je trouve bon et en même temps pas bon le fait de l'appeler mode africaine. Mais comme je disais avant, pour se faire connaître pour les prochaines 2-3 années, jusqu'à ce que la mode africaine fait partie du marché international, comme tous les modes, ça me va de l'appeler, cet appellatif. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Je vous emmène avec moi à la rencontre de créateurs basés sur le continent africain. Je vous invite à voyager à Abidjan, Dakar ou Bamako pour découvrir les parcours de professionnels talentueux, responsables et ambitieux. Au fil des interviews, je me rends compte que chaque entrepreneur veut contribuer au rayonnement de la créativité africaine sur le continent et au-delà. Ce podcast est un moyen de sortir des clichés du boubou et du wax pour représenter un éventail de tissus, de savoir-faire et de créativité trop souvent sous-représentés. Je suis Ramata Diallo, je suis professeure de marketing dans des écoles de mode parisiennes et je suis également consultante spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projets qui veulent lancer leur marque de mode. En 2017, j'ai assisté à ma première Fashion Week en Afrique et depuis, je voyage régulièrement sur le continent pour aller à la rencontre de ceux et celles qui font la mode en Afrique. Le podcast est le moyen que j'ai trouvé pour partager au plus grand nombre une autre vision de la mode africaine. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ninirike Gungu. Ninirike est créatrice de mode. Elle a eu l'opportunité de présenter ses collections à Paris, à Milan et dans différentes capitales de la mode en Afrique. Elle est titulaire d'un diplôme de stylisme textile de l'Académie des Beaux-Arts de Milan. Elle développe des collections au Togo et travaille avec les artisans locaux à créer ses propres tissus et ses innovations. Je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'elle puisse nous parler de son parcours et de sa marque éponyme. Bienvenue Ninirike, comment vas-tu ? Bonjour Amata, merci pour l'invitation et pour être ici et parler avec tes internautes. Bonjour. Ok, écoute, je suis ravie de passer ce moment avec toi pour en savoir plus sur ta marque et sur la manière dont tu l'as développée. On s'est rencontrés toutes les deux lors de l'événement Africa Fashion Up auquel tu as participé. Notamment, tu as eu l'occasion de présenter tes collections lors de la vente exclusive aux Galeries Lafayette en 2024. Oui, donc, on va pouvoir parler de tout ça durant cet échange. Mais pour l'instant, on va commencer par, comme je le fais habituellement avec tous mes invités, je vais te demander de te présenter. Super. Mais moi, c'est, comme tu l'avais déjà dit, c'est Ninirike Gungu. Et Ninirike, c'est ma marque. Je suis fondatrice et directrice créatrice, en fait, de cette marque. La société, disons, c'est devenu une société après tout et basée ici à Londres. Mais disons qu'on travaille beaucoup avec le continent africain, précisément le Togo dont je suis originaire. Et vu que j'ai grandi aussi en Italie, donc du coup, à un moment donné, on a commencé par déplacer les tissus et faire la production en Italie pour pouvoir après dispatcher et vendre sur le marché international. Voilà. Très bien. Donc, toi, on sent que tu as un profil assez international qui va mêler en fait Londres, Paris, l'Afrique, le Togo et l'Italie. Oui, précisément ça. Disons que je me définis moi-même une fille du monde, en fait. Parce que pour les gens qui me connaissent pas, en fait, mes origines sont très afro et je suis fière d'être togolaise, en fait. Et je suis née, en fait, là-bas, mais j'ai grandi
quasiment presque toute ma vie en Italie. Donc, ce qui fait que j'ai ces deux cultures et ces deux racines, quoi. Voilà. Très bien. Écoute, très intéressant. Ça augure plein de choses intéressantes à raconter pendant cet épisode. Donc, moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as un diplôme de stylisme. Donc, j'imagine que tu as eu un intérêt pour la mode assez tôt. Est-ce que tu peux raconter, en fait, un peu, Nini Riquier petite avant d'arriver à comment dire à faire l'Académie des Beaux-Arts de là-bas à Milan. Est-ce que voilà, tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, tu t'orientes vers la mode? C'est Ramata, en fait, quand j'étais petite, je savais même pas que j'allais faire un mot. Je croyais de devenir peintre ou si pas peintre, danseuse professionnelle. Parce que pendant mes 10 et 20 ans, j'étais danseuse modern jazz. Et donc, c'est là que j'ai commencé par faire mes petites tenues, en fait. Dans la danse, tu portes les toutous, tu portes des choses un peu collantes, tout ça là. Donc, moi, je prenais en fait les collants de ma maman ou mes propres collants, en fait, quand ça se déchirait. Et, et je produisais mes top et shorts, quoi. Et c'est là que les gens ont commencé par me demander, mes amis, mes potes, oh, tu peux en faire pour moi aussi? Et alors que moi, je savais même pas coudre, je mettais juste les pièces ensemble. Et voilà, j'avais déjà des idées très créatives. Autant, mais je savais pas au fait que je faisais de la mode et j'étais vraiment passionnée à la mode. Du coup, à un moment donné, après mes études d'art, mon professeur s'approche à ma mère et se dit, vous savez, votre fille, elle a vraiment, comment ça se dit, des idées créatives. C'est une artiste, quoi. Il va falloir qu'elle choisisse soit de progresser dans l'art ou soit qu'elle fasse la mode, en fait. Et c'est là, bon, on s'est regardé, ma mère, elle me dit, non, tu vas ni l'un ni l'autre, tu vas peut-être essayer d'être notaire ou avocat. J'ai dit, oh, mince. Ok, c'était pas vraiment ce que je m'attendais, mais bon, on va voir. Et c'était un moment de crise au début. Et après, je crois que ma mère, elle a un peu compris. Elle s'est dit, bon, écoute, tu sais quoi? Mon père, évidemment, n'était pas du tout d'accord que je fasse soit l'art, continuer dans l'art ou plutôt dans la mode. Et lui aussi, il était pareil. Il a une société, donc il s'attendait que je fasse des études de finance, tout ça là, pour venir travailler avec lui. Mais c'était pas mon cas, en fait. Moi, les numéros n'allaient pas vraiment d'accord. Donc, automatiquement, ma mère, elle m'a, comment ça se dit, donné le courage, au fait, de choisir ce que je voulais faire. Et c'est là, je me suis dit, bon, écoute, on va essayer dans la mode. Si ça ne marche pas, bon, tant pis, je vais changer et je vais faire ce que vous voulez. Et si ça marche, ben voilà, ça veut dire que c'est ce qu'il fallait que je fasse, en fait. Et ouais, c'est là que j'ai commencé à faire les études de mode à Milan. Ouais. Très bien. Et par rapport à ton choix concernant, parce que voilà, toi, tu t'es orienté vers le stylisme textile. Comment ça s'est fait en fait ce choix de prendre cette spécialité? En fait, c'était au hasard. Au début, c'était juste, pour moi, c'était juste faire la mode, en fait. Dessiner, créer. Et c'est après, dans la spécialisation, qu'ils ont introduit le textile. Et ça m'a fait plaisir. Mais après tout, je savais pas que mon futur, autant que créatrice, pouvait intégrer aussi le textile. Moi, j'avais juste envie de créer mes propres collections, de m'exprimer, en fait. Et quand j'ai terminé, je dois t'avouer que j'étais perdue, quoi. Quand j'ai terminé mes études de textile et design, de mode, j'étais perdue, mais je me suis dit, OK, j'ai appris beaucoup de choses, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et ce qui a fait que j'ai décidé d'aller à Paris, en fait, et faire une autre formation en lingerie et corseterie à format mode. Voilà. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. C'est là j'ai vraiment compris ce que je voulais être et comprendre effectivement le fonctionnement de la mode, en fait. C'était pas seulement dessiner des belles tenues, mais savoir comment les créer, en fait, de A à Z. Voilà. Et c'est là que j'ai gagné de confiance en moi. Je suis rentrée après Paris, après un an à Paris, effectivement. Je suis rentrée en Italie encore pour des années. J'ai travaillé pour des sociétés de mode. Et d'ailleurs, avant ça, j'ai fait mon master
patronage et industrialisation. J'ai du mal à le traduire en français, désolé Ramata. Il n'y a pas de problème, tu t'exprimes super bien, mais du coup, il y a certains termes, tu peux les dire en anglais, en italien, comme ça te vient, il n'y a pas de souci. Ah ouais, super, super. Donc c'est ça en fait, industrialisation de la mode, ce qui permet en fait de travailler dans les grandes sociétés et du fait de la grande production en fait. Et après ce master, j'ai gagné un prize en fait avec Lectra. C'est une grande société multinationale, le fait qui produit des logiciels pour la mode et le design en général. J'ai travaillé avec eux, ils m'ont ouvert une autre monde, mais après ils m'ont fait comprendre au fait que être dans un bureau assis là-bas, assister les grandes marques avec les logiciels, c'était pas vraiment une chose pour moi. J'étais plutôt outside the box, en fait. Et moi, il fallait que moi, j'écris. Je sors mes idées à moi-même. Je peux t'aider, mais il faut que je sorte mes idées à moi-même. Donc, j'ai laissé l'entreprise qui m'a donné beaucoup, en tout, en fait, personnellement et professionnellement. Et en même temps, ils m'ont donné la chance aussi de travailler dans une, comment ça se dit, en fait, une maison de mode à Milan. Au centre de Milan, en fait. J'étais avec eux pour 2 ans. J'ai travaillé avec eux pour 2 ans. Et après, là, j'ai décidé d'aller à mon propre compte. Voilà. Très bien. On sent qu'en fait, toi, effectivement, à partir du moment où tu as plongé dans la mode, tu as vraiment eu l'opportunité de développer ton expérience et ton expertise. Et à chaque fois avec des formations, des études, mais aussi une application concrète en travaillant avec des designers au sein d'entreprises. Et de ce que je comprends, tu as l'expertise de stylisme, mais également tu as des compétences en patronage, en modélisme. Donc, tu connais vraiment tous les détails toutes les étapes, en fait, de la création d'une marque. Parce que, alors, est-ce que tu peux en parler un peu? Parce que parfois, on n'a pas toujours en tête, en fait, parfois, il y a des gens, ils sont que modélistes, ou enfin experts en modélisme. Il y en a, ils sont stylistes, ils sont sur la partie créative. Toi, ce qu'on peut rajouter en plus, c'est que tu t'es intéressé au textile, donc tu as développé tes propres textiles. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, voilà, le côté modélisme, ça correspond à quoi exactement? Et le côté stylisme aussi, ça correspond à quoi exactement pour qu'on puisse bien se visualiser l'importance des deux métiers et le fait qu'il y a certaines personnes qui ont les deux compétences, il y en a d'autres qui en privilégient une par rapport à l'autre. Oui, en fait, ce qui vient de la mode, en fait, tu peux choisir ton secteur, tu peux choisir ce que tu es doué le plus, au fait. Et moi, vu que j'ai eu différentes expériences et différents skills, disons, ce qui m'a permis, en fait, de créer mon propre entreprise et de former les gens. Donc, du coup, moi, je commence souvent par le textile, l'inspiration du tissu, en fait. Et vu que j'ai la chance de créer mes propres textiles, du coup, je choisis la couleur, la façon dont ça doit être, les dessins, etc., etc. Après, le deuxième step, c'est de créer la collection soi-même. C'est pas un système que je suis à chaque fois. Des fois, je commence par créer et après, je fais mes patterns, mes dessins de tissu. Voilà, ça peut être un ou l'autre à commencer. Quand tu peux juste, comme tu le disais, faire te focaliser sur la collection en soi-même, créer que ce soit pour femmes ou hommes. Et après le dessin, tu fais les dessins techniques qui vont aux gens qui sont doués dans le patronage. Et c'est à eux d'interpréter ton dessin, en fait, et comprendre si c'est en 4D, 3D et sur les podiums, effectivement. Disons, comment ça se dit, la force finale d'interpréter ton dessin, en fait. De leur interprétation, ensuite, ils le concrétisent, en fait, et après, on se rend compte si ça correspond vraiment au dessin à ce que tu as dessiné ou à ce que tu avais en tête au départ, en fait. Et ensuite, vous allez discuter ensemble pour pouvoir vous assurer que il y a bien une cohérence entre son interprétation et toi, ce que tu avais en tête. Voilà, exactement ça. Ouais. Très bien. Et donc, toi, il se trouve que tu as les deux compétences, mais est-ce que aujourd'hui, il y en a une que tu préfères par rapport à l'autre, ou est-ce qu'aujourd'hui, dans ta marque, dans le développement de ta marque, vraiment, c'est toi qui gères la partie modélisme et patronage et également la partie stylisme?
Donc, avec le temps, j'ai eu le temps de créer une équipe derrière moi, donc à partir du textile jusqu'au produit final. Donc, du coup, moi, je me focalise juste côté création, que ce soit du textile que des vêtements, en fait. Et après, avec le reste de mon équipe, on étudie le produit final. Voilà. Donc, disons que moi, je me focalise juste sur la création du textile et des vêtements. Ouais. Mais ce qui ne veut pas dire que j'apporte quand même des fois ma présence et mes connaissances dans les autres domaines de la production. Parce que ça arrive des fois que mon équipe, ils ne savent pas gérer surtout au début, ils ne savaient pas gérer le kente ou les tissus afro, en fait. Ils connaissent très bien comment gérer les patterns, les imprimés européens, mais nos tissus ont vraiment du mal. Donc, je me souviens qu'au début, les premières 2 années, il fallait que je sois là pour les apprendre. C'est pas qu'il manquait de connaissances, mais juste il manquait de connaissances de comment gérer nos tissus. Voilà. Très bien, très intéressant. Donc, du coup, ce que tu expliques effectivement, donc voilà, moi je tenais à faire un peu une parenthèse sur les différents métiers parce que je pense que c'est toujours intéressant de reposer ça pour éventuellement une audience qui est passionnée de mode mais qui connaît pas forcément, comment dire, les différences et les spécificités de chaque métier. Donc, toi, quand tu décides de créer ta marque, donc c'est après avoir été formé, après avoir eu une certaine expérience avec différentes marques, que ce soit en France ou en Italie. Quand tu crées ta marque, quelle est ton ambition en termes de création? C'est quoi ton objectif en fait? Et c'est quoi la direction en termes de style vers laquelle tu veux aller? Bon, au début, au fait, quand j'ai commencé, c'était super créatif. Au fait, je faisais des tenues que ma mère disait, au fait, personne ne le va porter. C'est super créatif, c'est super magnifique, mais qui tu veux qu'il porte, même pas les fous du village vont porter ça exactement. C'était ces mots, en fait. Et là, à un moment donné, je me suis rationalisée un peu et je me suis dit, ben, en fait, je crois qu'elle a raison. Il faut garder un peu, toujours le côté créatif, mais rajouter 50% de rationalisation en fait et comprendre que à un moment donné, si je veux vivre de mon propre passion et créativité, il faut que je rejoins un certain target. Et mon target, effectivement, c'est des gens qui ont le pouvoir d'achat, c'est des gens qui ont qui doivent se sentir, qui ont un caractère en fait. Quand ils portent mes vêtements, ils se sentent uniques. They have a statement. Tu portes mes tenues et tu es sûr que tu ne peux pas passer inaperçu en fait. Pas question. Donc c'est ça. C'est pour des gens qui ont vraiment du caractère. Parce que je fais pas des trucs blancs, des trucs Classique, basique en fait. Ouais. Voilà, je fais pas des choses basiques exactement. Pour ça, bon, il y a énormément de marques pour ça. Je peux faire quelque chose de basique pour ça parce que moi, j'ai commencé avec du sur-mesure. Donc, je faisais des choses basiques, des choses que les gens me demandaient. Mais après, quand il s'agit de mon propre collection et caractère de ce que je veux exprimer, mais je veux que ma femme ou mon homme soit unique. Voilà, c'est ça. Très bien, très intéressant en fait le côté effectivement fashion statement extravagant, des pièces fortes qu'on va pouvoir retrouver dans tes collections. Et ensuite concernant en fait le fait de vouloir utiliser du tissu made in Togo, fabriqué au Togo, ça est-ce que c'est quelque chose qui était en fait dès le départ ça faisait partie de ton ambition quand tu as lancé la création de ta marque ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? En fait, non, pas du tout. Quand tu étudies la mode, la plupart des fois, si tu es à ma génération, tu étudies le fast fashion. Et le fast fashion n'inclut pas du tout la mode éthique. Donc, je travaille avec les tissus européens beaucoup. Et je commençais au fur et à mesure à rentrer dans mon pays. Une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, mais voire même 3 fois dans l'année. Et c'est là que je commençais par comprendre qu'est-ce que manquait, c'est quoi le problème de mon pays ou de l'Afrique de l'Ouest. Et
et qu'est-ce que, en général, disons, les couturiers manquent et les lacunes de la mode, au fait, au Togo. Et on sait très bien que le Togo n'a pas vraiment d'ampleur sur le marché international quand on parle de la mode. En général, pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de gens qui t'en parlent du Togo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Donc, le textile, on est en train de perdre notre textile. Et quand on parle du Togo, de l'Afrique de l'Ouest, on pense toujours au wax, aux Ankara, mais alors qu'on a nos propres textiles, des super tissus qui sont en train de perdre, en fait. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Et moi-même, j'ai découvert le textile avec une tante, en fait. Et je me suis dit, bon, OK, je crois il est temps de prendre un peu de recul et amener de comment ça se dit, en fait, mes connaissances et comment mon Tu veux le dire en anglais? Oui, parfait. Donc, non, mais dis-le en anglais, normalement, je vais pouvoir traduire. Super. My own impact and knowledge, voilà. Donc, apporter ta propre expertise, en fait, mais apporter de l'impact, en fait, c'est-à-dire utiliser ton expertise pour pouvoir faire de l'impact. Voilà, exactement. Et c'est là que, il y a 5 ans, là, je commençais par faire des recherches, des endroits où on produit encore du textile artisanal, des artisans en soi-même, qui recouvrent les différentes industries, en fait. Différentes industries apportant, en commençant par le textile, et les artisans, chaussures, sacs, vineries, en fait, toutes différentes industries de l'artisanat, en fait. Et je me suis dit, bah, OK, qu'est-ce que je peux faire avec eux? J'ai commencé par recruter aussi. Et les premières 2 années étaient un peu de test, en fait, parce que on sait très bien que c'est pas facile de travailler en Afrique et c'est pas surtout facile si tu ne vis pas en Afrique. Voilà. Donc, ça a été vraiment du challenge au début. Disons, j'allais pour 2-3 mois. Je les apprenais et j'amenais mon expertise. Et c'était un échange de connaissances, en fait. Ils m'apprenaient ce qu'ils savaient faire et moi, je les apprenais ce que je peux faire pour eux. Donc, la façon de moderniser le textile, parce que eux, ils se sont enfermés dans le textile traditionnel, qui est fait pour les cérémonies, les fêtes et les chefs du village. Voilà. Et moi, je me suis dit, OK, oui, c'est bon. Je veux bien votre expertise, mais en même temps, je suis là pour un marché international. Donc, ce qu'on est en train de faire présentement ne va pas forcément fonctionner pour ma vision, mais ensemble, je crois qu'on peut, on peut sortir quelque chose de bon, en fait. Donc, ils apprenaient de moi et moi, j'apprenais de en fait. La plupart des fois, je me suis sentie dit non, c'est pas possible. Et moi, je prenais pas un non comme en réponse, en fait. Je me suis dit, désolé, ce serait possible. Même si c'est dans 1 mois, 2 mois, on va le faire. Et c'est là, ça a commencé, en fait, ma mode en collaboration avec les artisans africains. Yeah. Très bien. Très intéressant de voir en fait quel processus en fait tu as mis en place pour pouvoir parvenir en fait à intégrer dans tes collections l'artisanat et les savoir-faire du Togo et des artisans togolais. Donc aujourd'hui en fait, quel est le tissu que tu utilises dans tes collections et quelle est l'innovation que tu as pu intégrer? Donc, disons que 90% de mes collections sont faites évidemment avec le kente, donc le textile tissé à main sur les métiers. Mais je travaille beaucoup avec les batikiers aussi, les producteurs du Bogolan. Et toutes techniques de batik aussi. Toute technique de kente, donc que ce soit horizontal ou vertical. On fait après tout le reste, le 20%, c'est des tissus européens pour créer un bon harmonie et mélange, quoi.
Donc c'est un peu ça en fait. On, il y a 2 ans, j'ai créé ce tissu qui est le Kente Stretch que on appelle Elaskan. Elaskan qui vient du mot Elaston et Kente. Voilà. J'ai créé le Kente Stretch et je dois t'avouer que ça a été vraiment un cauchemar. Et parce que ils ont refusé, ils refusaient. Et non, c'est pas possible. Moi, j'insistais que c'était possible. C'était très difficile de trouver l'élastique en soi-même, les fibres élastiques pour pouvoir faire la fusion avec le coton, en fait, coton bio qu'on utilisait pour nos textiles. Mais après, on a réussi. On a réussi. Et au Togo aussi, j'ai créé le Kente Link. Kente Link, c'est du Kente super léger, en fait, qui, disons que le croissance, le croisement, voilà, des fils est différent en fait du Kente classique. Donc, ce qui veut dire que on utilise ces 3 genres de tissus. Donc, le classique, on sait très bien, c'est assez lourd. Donc, avec ça, on fait des différentes choses. On peut faire des blousons, des vestes avec. Le Kente, on fait des jolies jupes ou plutôt des robes. Et voire même des fois des shirts, voilà, des shirts, tu vois. En français, c'est quoi déjà? Des chemises, voilà. Ouais. Et avec le Kente Stretch, on fait tout ce que tu peux faire moulant, quoi. Donc, des robes moulantes, des tops, etc., etc. Voilà. Très bien. Donc de toute façon, j'accompagnerai en fait cette interview d'un article et j'ajouterai des photos pour que on puisse voir les différentes pièces que tu as développées dans ta marque et le rendu, puisqu'à chaque fois toutes les tout ce que tu as évoqué là en termes de matière créée, il y a toujours une base qui est un tissu fabriqué au Togo. Précisément. Ouais. Donc ça, je prendrai le temps de bien le présenter. Avec donc on sent, toi ta volonté, c'était vraiment, en fait, j'ai envie de pouvoir utiliser des tissus africains, un tissu togolais pour pouvoir faire tout type de produits. J'ai pas envie que le tissu me bloque en fait dans ma créativité. J'ai envie de me dire, j'ai envie de faire une chemise, quelque chose de souple, je peux le faire. J'ai envie de faire, d'utiliser un tissu Kente, mais qui peut avoir une certaine rigidité, de lui apporter du stretch. Et donc, du coup, de par ton expertise, en fait, tu as pu mettre en place, même si ça a pris du temps, tu as pu atteindre ton objectif. Précisément, ouais. Et maintenant, disons qu'on est en train d'essayer de faire des essayages sur différents morceaux et de le perfectionner en fait. C'est déjà bon, mais on pousse les limites au fait. Voilà. On s'arrête jamais. Bien. Et voilà. Non, de toute façon, la mode, ça s'arrête jamais, ça évolue tout le temps. Et est-ce que toi, aujourd'hui, il y a une volonté, une vocation de, si demain, il y a des personnes qui voudraient utiliser tes tissus, d'autres créateurs, est-ce que toi, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu envisages ou pour l'instant, c'est vraiment, c'est pour l'utilisation de ta marque uniquement? Non, voilà. Pour le moment, oui, parce que on n'a pas vraiment assez de métiers et de filles pour pouvoir produire en excès. En excès, ça veut dire qui reste pour la vente aussi au-delà de produire nos propres collections. Mais notre vision, avec des grands investissements, c'est d'amplier au fait notre production textile là où on produit avec des grands métiers. On pense de l'épreuve de l'Inde, des grands métiers qui nous permettra pas seulement de produire pour nos propres collections, mais de vendre dans les boutiques ou en magasins textiles ou aux gens aussi. Voilà, déjà sur le website, on a créé côté textile où on pourra vendre les morceaux et les gens pourront évidemment acheter, faire ce qu'ils veulent avec. Mais en ce moment, on est un peu bloqué parce que on est en train d'investir en fait sur les grands métiers qui nous permettra de produire plus et qui nous permettra évidemment aussi d'embaucher plus de personnes
évidemment d'améliorer l'économie aussi du pays, quoi. Voilà, c'est ça notre vision dans le futur. Donc, on a deux visions en fait pour le Togo et voilà, l'Afrique de l'Ouest. Donc, amplier notre warehouse de textile et avec ça, le textile qu'on va produire, pas seulement pour les collections et les magasins, pour les boutiques, mais pour homeware. Homeware, ça veut dire pour tout ce qui est design d'intérieur, décoration, voilà. maison. Voilà, précisément. Et de l'autre côté, déplacer la production au Togo. Comme je disais auparavant, la production est présentement en Italie. Donc, tous nos manufactures ça en Italie. Mais le but, dans quelques années, c'est de tout déplacer comme ça. On fait tout localement. Et après, on exporte sur le marché international. Voilà. Mais c'est vrai que ce serait pas facile parce qu'il faut beaucoup de training et ça sera part de notre investissement aussi, former les gens. Ouais. Très bien. Donc, on sent que toi, tu as vraiment, voilà, ce que tu évoques, tu parles de vision, tu expliques les différentes visions que tu as et les étapes que tu veux mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs que tu te fixes. Donc, toi, tu as eu l'occasion, tu l'évoquais tout à l'heure, tu as gagné un prix Lectra, tu participes à des présentations de collections et différents événements. Comment est-ce que, en fait, c'est voilà l'événement et le fait de gagner des prix, comment est-ce que ça s'intègre dans ta stratégie et qu'est-ce que ça te rapporte en fait de participer à ces différents événements? Disons que en fait c'est principalement en tant que brand awareness, les gens que faire connaître aux gens que la marque existe, faire connaître aux gens ce qu'on fait avec la marque et notre goal, vision et impact qu'on veut rapporter sur le continent africain, précisément en commençant par le Togo. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens font de la mode éthique et durable, mais il faut voir comment on le fait en fait. Et pour moi, autant que diaspora et quelqu'un qui a grandi en Europe, c'est pas forcé que je fasse ce genre de mode, mais on dirait qu'il y avait quelque chose qui me tirait vers mon propre pays, en fait. Et on a des lacunes. Et ces lacunes, je veux faire partie de ces lacunes et montrer aux gens que on a des potentiels. Voilà, avec ces événements, faire comprendre, introduire le Togo, parce que il faut être avocat de son propre pays aussi et fier de l'être. Et quand il s'agit du Nigeria, du Ghana, voire même le Sénégal, ils ont des avocats, des ambassadeurs, en fait, qui promouvoient leur mode, la culture, tout ça là. Mais quand il s'agit du Togo, du Bénin, des pays comme ça, bon, c'est où déjà le Togo, tu vois. Donc, pour moi, c'est très important de bouger, de me déplacer, que ce soit en Europe ou en Afrique en général, et apporter cette valeur, en fait, de mon propre continent, pays, et de ma deuxième culture qui est l'Italie. Voilà. Et la façon dont je fais cette fusion, pour moi, c'est très important de le refléter, de faire en sorte que les gens soient en connaissance, en fait. Et évidemment, pas seulement avec les mots, mais avec les actions et des produits finaux qui sont mes collections et mes tissus. Très bien. Voilà. Et je sais après tout aussi que sur le marché, je sais aussi que sur le marché international, il y a des lacunes, en fait, parce que si tu vas dans les boutiques textiles, il n'y a pas tellement des tissus produits en Afrique. Malheureusement, même là-bas, il y a des lacunes. Ouais, tu peux voir des wax, des Ankara, comme on dit au Nigeria, mais après tout, on sait, moi et toi, on sait très bien que le wax, c'est pas vraiment un tissu africain. C'est bien utilisé par les Africains, mais c'est pas africain. Et ça, c'est mon but, au fait, de combattre ça et faire en sorte que dans quelques années, moi ou comme les autres designers diaspora, on sera sur le marché international, pas seulement pas seulement pour les tenues, mais aussi surtout au côté textile aussi.
avec nos innovations et talents, voilà. Et créativité, disons, ouais. Très bien. Donc, on sent en fait que dans ton approche, il y a la volonté effectivement de présenter ta collection pour pouvoir vendre des pièces, mais ça va encore plus loin. Il y a une dimension un peu ambassadrice du Togo, faire valoir les savoir-faire de ton pays et puis donner une image qui soit en fait plus valorisante, montrer voilà les richesses du patrimoine togolais à travers en fait le déploiement de ta marque et le développement d'une notoriété pour ta marque. Précisément. Ouais. Ça, c'est mon but, en fait. Yes. Et à travers, en fait, les différents événements auxquels tu as participé, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué, touché et dont tu pourrais nous parler? J'ai jamais réfléchi, en fait. Ou alors, est-ce qu'il y en a un que tu aimerais faire, il y en a un que tu vises et voilà qui pour toi sera un symbole de consécration ou tu aurais vraiment le sentiment de OK, là, je vais pas dire I made it, mais en tout cas, c'est quoi le next événement que tu voudrais faire ou c'est quoi l'événement que tu as fait où tu t'es dit voilà là, ma marque change de dimension en fait. OK. Quand il s'agit d'un événement qui m'a vraiment marqué, c'était ma première collection, en fait, qui m'a fait penser que j'allais, avec un peu de persévérance et résilience, j'allais réussir. La première collection que j'ai fait avec après mon master, c'était juste mon défilé. Organisé dès le début par moi, tout. Donc, j'ai recruté photographe, lumière, son, l'endroit, tout. Et j'avais pas vraiment de connaissances, mais c'est vrai que quand tu fais les études, il t'approche un peu à ce genre de trucs, non, comment organiser ton propre défilé. Mais là, le faire, vraiment, c'était vraiment un challenge. Mais ce qui m'a passionné par rapport à ça, c'est pas seulement définir mes propres créations, mais le but final de cette défilé, c'était de charity. Voilà. Donc tous les gens qui venaient devaient payer une somme qui n'allait pas à moi, mais c'était pour produire ou créer des forages au Togo, en fait, dans les villages remotes. Voilà, les villages qui n'avaient pas vraiment facilement accès à l'eau. Et donc, il fallait que les villageois fassent des kilomètres matin, midi, soir pour juste avoir de l'eau, quoi. Voilà. Donc, avec l'argent qu'on a récolté, on a pu faire 2 forages au nord du Togo. Donc, pour moi, c'était très important comme événement. Et ça m'a marqué et c'est resté dans mon cœur. Je me suis dit, ben, écoute, c'est ce que je dois faire, en fait. Je dois pas faire la mode juste pour le côté vanity, pour le côté dire, ah ouais, je suis fashion designer, mais de laisser un impact de faire quelque chose au-delà de la mode, en fait, pour que les gens se rappellent. Voilà, de moi, des gens qui sont avec moi. Et quand je dis les gens qui sont avec moi, des gens qui travaillent et collaborent avec moi pour faire en sorte que numérique existe et continue pas à vivre, quoi. Voilà. Ça, c'est, disons, le premier événement qui m'a marqué. Donc, et dans le futur, le deuxième, c'est quand j'ai participé à Milan Fashion Week. Je ne croyais pas que ça allait jamais arriver, au fait. Et j'ai remarqué que vraiment les Italiens, plutôt que la mode internationale, a commencé par valoriser nos créations, du Made in Africa aussi. Et les gens aiment, c'est juste, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu l'espace et la façon de l'exprimer sur le marché international, en fait. Donc, avoir cette possibilité, ça m'a vraiment donné plus de boost, de puissance de dire, ah ouais, Nini, vraiment, tu fais quelque chose qui est bien, en fait. Et les gens aiment, les gens apprécient. Voilà. Et dans le futur, disons,
pour dire que je me sens vraiment successful, comme on dit en anglais. Je suis contente de ce que je fais, mais pour dire, ouais, voilà, les gens ont compris ce que je fais. C'est quand je serai dans printemps, officiellement à Galerie Lafayette ou Rinascente, qui est genre Galerie Lafayette en Italie. Voilà. C'est ça. Donc, ça veut dire dans les magasins de luxe et avoir un mini Riquet à côté de un Gucci plutôt que Versace ou Louis Vuitton. Voilà. Très bien. Bah écoute, super intéressant en fait que tu puisses effectivement partager les choses qui ont pu te toucher par le passé. On sent qu'effectivement la dimension pas juste vendre des vêtements, mais avoir une dimension éthique et un impact, c'est très important pour toi dans la manière dont tu développes ton activité, et aussi avoir un rayonnement international et être reconnu. Donc il y a les deux, dans les deux exemples que tu donnes, on sent que cette notion d'impact est très importante. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as déjà fait des collaborations avec d'autres créateurs ou est-ce que tu envisages d'en faire? Oui, j'envisage d'en faire des collaborations, précisément. Pour le moment, disons, quand il s'agit de collaboration, je suis tellement sollicitée. J'ai des artistes surtout qui me sollicitent parce qu'ils voient mes textiles. Et il y a beaucoup de l'art, au fait, dans mon textile. C'est ce qu'ils me disent. Indirectement, moi, je sais pas que j'ai gardé toujours ce côté artistique de mon passé, dans mes tissus. Donc, du coup, je suis vraiment sollicitée par les artistes pour collaborer avec eux. C'est juste, j'ai besoin du moment pour dire oui, ok, allez, on démarre. On a juste besoin de ça. Il y a 2 marques qu'on envisage de commencer comme en collaboration à partir de janvier. Et je vais rien dire pour le moment. Ça sera une surprise. Voilà. Donc, à partir de 2025, on aura le début va commencer avec des collaborations avec des marques et ainsi que les artistes, au fait. Voilà. C'est ce que je peux dire pour le moment. Très bien. Bah écoute, c'est très bien de faire du teasing comme ça on va te suivre. Et du coup, alors là, on fait l'enregistrement au mois de septembre, donc au moment où il sera publié, comment dire, on sera pas encore en janvier certainement. Donc du coup, en tout cas, on te suivra sur les réseaux pour savoir en fait quelle est ton actualité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes clients? Voilà, tu as parlé de l'Italie, tu as parlé de Paris, tu as parlé de collaboration avec certains artistes. Aujourd'hui, toi, quand tu crées ta collection, donc tu évoquais tout à l'heure le fait que, voilà, toi, c'est des fashion statements, c'est pour des personnes qui veulent pas passer inaperçues. Voilà, aujourd'hui, c'est quoi le profil un peu type de tes clients, sachant que toi, tu as vraiment une marque avec une portée internationale? Wow. Client type. Franchement, je n'aime pas trop targetiser mes clients, en fait. Quand il s'agit de géographiquement ou côté âge. Voilà. Parce que au fur et à mesure avec le temps, j'ai remarqué que mes tenues, quand je crée une collection, en fait, je crée des morceaux que je sais que ça peut bien aller pour différentes occasions. Voilà. Que ça soit pour un apéro, pour un événement très important ou de tous les jours. Ce qui fait que, en même temps, tu vas vers différents targets. Voilà. Si quelqu'un de 20 ans, la plupart des fois, c'est à partir de 25 ans, en fait, mon target, voire même 60 ans. J'ai un ami à moi, il est journaliste en Italie. Il adore mes tenues et à chaque fois, il me contacte s'il a envie de quelque chose de unique. Voilà. Et pourtant, il a 63 ans. Voilà. Et il avait 63 ans quand on avait commencé la collaboration. Donc, du coup, il y a une autre dame aussi, Over 56,
qui adore mes tenues et à chaque fois quand elle a un événement ça ne doit pas être forcément un événement super important, mais elle sait que elle veut se faire remarquer, mais avec classe, elle achète mes tenues ou elle commande chez moi directement, du sur-mesure. Et dans l'ensemble, au fait, sur le site web, les gens qui achètent, c'est un peu de tout. Un peu de tout, franchement. Moi-même, je me perds. Des fois, je me suis dit, oh, OK. La première fois que j'ai vendu mes tenues en Amérique, j'ai dit, OK. Oh, wow. Je m'attendais pas, en fait. Tu vois? Ou même en Australie. Mais je me disais, OK, c'est qui, en fait, qui est intéressé à mes choses? Et c'est vrai que, il faut jamais targetiser, en fait, parce qu'on ne sait jamais qui est derrière l'écran. Voilà. Ok, très bien. Alors bon, moi, comme je suis une marketeuse, je vais te dire, bah si, c'est important de faire un target parce que, comment dire, c'est comme ça que tu peux cibler le mieux les gens et développer ton activité. Mais c'est vrai que moi, dans ma manière mon approche aujourd'hui, par le passé, c'est vrai qu'on avait tendance à donner un âge, un genre et dire voilà, je cible la femme qui a entre 20 et 25 ans. Maintenant, aujourd'hui, je suis assez d'accord avec ton analyse qui est, je crée des collections pour des moments en fait. Et après, voilà, il y a des hommes qui peuvent être attirés, il y a des femmes, il y a des personnes de tout âge qui peuvent être attirées, mais c'est vraiment si voilà, peut-être à une cérémonie, t'as un gala, t'as un événement, il y a on va pouvoir en fait trouver dans ta collection des choses qui nous plaisent. Ça, je suis complètement d'accord avec toi que la manière de cibler aujourd'hui, la clé d'entrée, c'est pas forcément l'âge ou le genre. Et même après, ce qui est intéressant en tout cas, c'est de voir que si tu arrives à vendre à tout type de personnes, tout type d'âge, c'est aussi intéressant de le signaler parce que parfois, il y a des personnes qui vont se dire « Ah, c'est quand même des fashion statements, c'est très pointu, donc c'est plutôt pour les jeunes. » Et c'est intéressant de préciser le fait que aujourd'hui, en fait, t'as vraiment un éventail de clients qui est assez large. Donc ça, c'est intéressant de le préciser et c'est la manière dont, en tout cas, en marketing, on commence à évoluer dans la manière dont on propose des cibles. On se rend compte qu'en une marque, elle a plusieurs cibles différentes. Elle peut pas cibler qu'un seul type de client et il faut qu'elle soit positionnée à l'international. Toi, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que tu es basé à Londres, tes tissus ils viennent du Togo, que tu as pu défiler à Milan et à Paris. Aujourd'hui, est-ce que tu as, en termes d'ambition internationale, est-ce que toi, tu imagines demain avoir des boutiques ou une boutique? Et si oui, la première, tu l'imaginerais où en fait? Oui, j'envisage ouvrir des boutiques, des showrooms à moi, en commençant par Londres. Voilà. On commence par Londres et à suivre Italie et Togo. Euh, parce qu'il y a évidemment le pouvoir d'achat ici, il y a évidemment un marché qui te permet de d'aller un peu plus facilement côté international parce qu'on sait très bien que l'Angleterre, surtout Londres, là, c'est une ville, comment ça se dit, inclusive en fait. Voilà. Il y a différentes sortes de nationalités. C'est une ville très touristique aussi. Donc, ce qui fait que avec un showroom ici, tu as la chance de le faire visiter et de le faire connaître à différents pays, bien grandes personnes en une heure. Voilà, tout simplement. C'est la première raison. On sait jamais que peut-être dans quelques mois, je change d'avis, hein, mais pour le moment, c'est ça, en fait, le process qu'on aimerait suivre. Donc, on commence par Londres et Italie, et parce que on a pas mal de clients italiens aussi, et à suivre le Togo parce que je commence pas à être sollicitée quand les gens veulent acheter mes choses, mais on sait très bien que comment ça se dit, les expéditions, les courriers, tout ça là, de l'Europe à l'Afrique, c'est pas évident en fait. Donc, c'est pas toujours facile d'envoyer les produits quand les gens sont intéressés à nos collections. Donc, avoir un endroit, un siège, un showroom où les gens peuvent
s'approvisionner, voilà, ce sera encore plus simple pour nous. Voilà. Très bien, très intéressant en fait, ta vision toujours très claire avec effectivement les points d'attache que tu connais, Londres d'abord, l'Italie et le Togo. Tu parles souvent en disant nous, donc j'imagine que tu travailles avec une équipe. Puis tu l'as évoqué tout à l'heure en termes de compétences, tu as différents profils avec toi. Est-ce que tu peux nous parler des différentes personnes avec lesquelles tu travailles? J'imagine qu'il y a des personnes qui sont plutôt sur la partie production, comment dire, et puis il y en a d'autres qui sont peut-être plus sur la partie communication, marketing. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ton équipe, les gens avec lesquels tu travailles? Oui, je travaille avec différents âges et cultures, en fait. Évidemment, comme tu as remarqué, je travaille dans 3 pays différents. Et donc, quand il s'agit de âge, des étudiants qui sont en train d'étudier cinéma, cinématique, directeur de vidéos, tout ça là, qui s'occupe du côté marketing. Et j'ai une agence en Italie qui s'occupe plutôt de mon brand, de l'image de mon brand, qui s'occupe aussi de mes shootings, donc recrutement des mannequins, des photographes, etc., des studios, ce qu'il y a avec. Et en même temps, en Italie, les couturiers, donc presque tous mes couturiers sont en Italie. Je travaille avec deux ateliers principalement, à Como et l'autre à Rome. À Como, on fait plutôt des petites des collections capsules, et à Rome, on fait plutôt de la reproduction. Voilà. Et au Togo, donc tout ce qui est textile, le début de tout, au fait. Avec mes artisans, c'est vrai que des fois, quand je produis certains sacs, tout ça là, c'est au Togo. Je suis en train de faire du training à mes couturiers là-bas. Des fois, quand c'est des collections LPT, je travaille plutôt avec mon équipe au Togo. Voilà, parce qu'ils gèrent facilement les tissus légers. Mais quand il s'agit des tissus lourds, des tissus en laine, des choses comme ça, je préfère travailler avec l'équipe d'Italie. Ils gèrent mieux, en fait. Donc, c'est ça un peu. Mon équipe est un peu dispatchée un peu partout. Mais après tout, c'est eux qui font vivre Nimérité aussi. Donc, j'aime beaucoup dire non, non, parce que sans eux, tout ça, je peux pas grand chose. On sait très bien que une société, que ce soit petit, grand ou multinational, sans une équipe, même si c'est fait de 2, 3, 4 personnes, ça va pas durer, ça va pas aller loin, quoi. Très bien, effectivement, c'est important de souligner la force de l'équipe et de voir que toi, dans ce que tu intègres comme équipe, c'est effectivement toutes les personnes avec lesquelles tu travailles qui sont en fait basées dans différents coins du monde, et du coup la force de ta marque, c'est vraiment d'avoir cette dimension internationale qui est très ancrée. Là, en fait, on arrive à la fin de cette interview, et donc moi j'aime bien poser en fait une question qui fait débat, sur laquelle maintenant j'ai recueilli en fait énormément de réponses, et qui sont qui vont pas toutes dans le même sens, donc c'est ça qui est intéressant. C'est sur la définition de la mode africaine. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque quand on dit mode africaine? Et si tu devais donner une définition, qu'est-ce que tu dirais? Oh, wow. Des fois, j'ai l'impression que quand on dit la mode africaine, c'est erroné, en fait. C'est pas correct de dire la mode africaine. C'est comme si on disait la mode européenne. Et la mode européenne est tellement variée. Mais c'est vrai aussi qu'au début, pour lancer la mode exotique, entre guillemets, qui vient de l'Afrique, c'est plus facile de dire mode africaine, qui englobe tous les pays, qui englobe tout genre de tissus, tout genre de culture et différents savoir-faire. Voilà. Et moi, je suis là pour promouvoir un genre
ou deux façons de savoir-faire. Donc, le savoir-faire togolais, le savoir-faire italien ensemble, comme fusion. Et pour moi, c'est bien. Je trouve bon et en même temps pas bon le fait de l'appeler mode africaine. Mais comme je disais avant, pour se faire connaître pour les prochaines 2-3 années, jusqu'à ce que la mode africaine fait partie du marché international, comme tous les modes, ça me va de l'appeler, cet appellatif. Voilà. Bref. Comment je définis la mode africaine? Ça c'est une bonne question en fait. Exubérant, colorful et vibrant. Il faut traduire ça pour moi, s'il te plaît. Vibrant, colorful et vibrant. En fait, c'est que des exubérants, vibrants, colorful, c'est des termes qui se disent dans les deux langues, donc c'est assez clair pour les deux. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, d'avoir pris le temps de partager avec moi ton parcours et d'avoir raconté un petit peu l'histoire de la marque Nini Riquet. Donc moi, je mettrai en fait en note de l'épisode le lien vers ton compte Instagram et vers ton site pour qu'on puisse aller découvrir tes dernières collections et surtout tes innovations en matière de tissus. Et puis, je te dis à très vite en Afrique ou ailleurs. Précisément. Mais Ramata, merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de faire connaître aux internautes aussi la mode made in Togo et Italie. Et j'espère qu'on va se revoir que ce soit en ligne ou en personne dans 5 ans pour te donner la vision, la nouvelle vision de Nini Riquet, voilà. Avec plaisir. Et je pense qu'on pourra prendre rendez-vous avant 5 ans, mais en tout cas que chaque année ce soit toujours un step de plus pour t'emmener vers ta vision. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée. Ouais. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous invite à pratiquer quelques petits gestes à impact fort pour m'aider à gagner de la visibilité sur ce podcast. Vous pouvez partager l'épisode à 3 de vos amis. Vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite également à cliquer sur les 5 étoiles pour donner de la force. Je vous dis à très vite en Afrique ou ailleurs.